Ma copine m'a accusé d'être trop contrôlant parce que je ne lui donnais pas un accès total à mes économies. Je l'ai largué et coupé de ma vie complètement. Je m'appelle Antoine, j'ai 30 ans et j'habite à Lyon, dans une ville française de taille moyenne. Je suis analyste financier dans une entreprise locale, ce qui me donne un salaire correct, et j'ai passé les dernières années à faire grossir lentement mon épargne. Rien d'extravagant, juste de quoi me sentir en sécurité en cas d'imprévu ou si un jour je décide d'acheter un petit appartement. Chloé et moi sortions ensemble depuis presque 1 an. Pendant ce temps, je croyais que nous construisions une relation solide. Mais il s'est avéré qu'elle avait des attentes différentes quant à l'utilisation de mon argent, et c'est ce qui a déclenché la spirale. Il y a 1 mois, j'étais dans la cuisine en train de faire du café quand elle est arrivée, me faisant remarquer nonchalamment qu'elle pensait à son avenir et à la façon dont mes économies pourraient nous aider tous les deux à passer au niveau supérieur. J'ai un peu ri, pensant qu'elle plaisantait. Puis elle a dit, « Je suis sérieuse. Nous devrions mettre nos finances en commun. Si nous sommes engagés, cela inclut l'argent. » L'expression sur son visage était d'un sérieux absolu. Maintenant, je ne suis pas opposé à partager les dépenses ou à soutenir une partenaire dans la limite du raisonnable. Mais la façon dont elle a insisté sur mes économies a déclenché un signal d'alarme. Nous n'habitions pas ensemble. Nous n'étions pas fiancés. Il me semblait prématuré de jeter tout l'argent que j'avais durement gagné dans un pot où elle pourrait puiser librement. J'ai essayé de rester calme et j'ai demandé, « Que as-tu exactement en tête ?» Elle a fait la moue, affirmant qu'elle voulait un accès total, pas seulement partiel, afin de pouvoir améliorer nos 2 styles de vie. Elle a même ajouté un commentaire sur le fait que les copains de ses amis les laissaient utiliser leurs cartes à leur guise. Cet après-midi-là, la tension était palpable alors que nous étions assis sur le canapé pour en discuter plus en détail. J'ai expliqué ma position. J'ai travaillé dur pour constituer ce coussin de sécurité. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de le lui remettre. Elle m'a lancé un regard noir, disant, « Eh bien, c'est contrôlant de me le cacher. Si tu me fais confiance, tu ne devrais rien cacher. » J'étais sidéré par la rapidité avec laquelle elle a inversé la situation, me faisant passer pour un dictateur avare plutôt que pour une personne prudente essayant de protéger sa propre sécurité financière. La conversation a dégénéré. Elle a commencé à énumérer ce qu'elle appelait des exemples de comportements contrôlants, comme le fait que je voulais suivre mon budget, ou que je refusais de faire des folies pour certains luxes qu'elle aimait. Puis elle a frappé sous la ceinture, « Quel genre d'homme refuse de partager avec sa compagne ? Es-tu à ce point peu sûr de toi ?» Ma tension artérielle a grimpé. Je ne l'avais jamais entendu me parler comme ça auparavant. J'ai expliqué que la confiance se gagne, surtout en matière de finances, et que nous n'en étions pas à un stade de notre relation où combiner l'argent était logique. Sa réaction ? Elle m'a traité de radin et est sortie en trombe. Honnêtement, je pensais qu'elle se calmerait, qu'elle réaliserait peut-être qu'elle allait trop loin, trop vite, mais son sentiment d'avoir droit à tout était plus profond que je ne l'avais imaginé. Au cours des jours suivants, elle a intensifié la pression, me laissant des messages sur la façon dont le fiancé de sa collègue donnait carte blanche à celle-ci sur son compte, ou sur la façon dont le véritable amour signifiait tout partager. J'ai commencé à me demander si j'étais celui qui était fou de me sentir mal à l'aise, mais mon instinct me disait de rester ferme. 1 semaine plus tard, les choses ont explosé lors d'une soirée chez des amis communs. J'avais conduit pour nous y emmener, et elle a commencé à raconter à un autre couple comment je la privais de mes finances. Elle affirmait que j'étouffais son indépendance en refusant de mettre nos ressources en commun. L'autre couple a semblé confus, me regardant avec pitié ou curiosité. J'ai essayé de le prendre à la rigolade, mais intérieurement, j'étais furieux et gêné. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, je lui ai dit que nous devions parler. Ce fut la conversation qui a tout changé, car elle a révélé à quel point elle pouvait être exigeante et manipulatrice. Nous étions à peine dans l'entrée qu'elle a commencé à se plaindre que les vrais couples ne gardent pas de secret et que mon argent est son argent si nous sommes dans une relation sérieuse. Sa voix tremblait et je pouvais sentir qu'elle était énervée par la conversation qu'elle avait eue plus tôt chez nos amis. J'ai essayé de garder mon calme, mais plus elle me harcelait avec des accusations d'être contrôlant, plus ma patience s'effritait. « Qu'est-ce qui te donne le droit de me traiter de contrôlant ?» ai-je demandé, essayant de maintenir un ton posé. Elle a rétorqué, « C'est toi qui décides de tout en matière de finances. Si je demande à partir en vacances plus chic ou à acheter quelque chose de coûteux, tu tiens ton portefeuille comme si c'était de l'or. » Je lui ai rappelé que je ne lui avais jamais dit quoi faire de son propre argent. Elle était libre de dépenser ou d'économiser comme elle le souhaitait. Mais apparemment,
ce n'était pas suffisant. Elle a dit, c'est différent. Tu as plus que moi. Tu devrais me soutenir si tu tiens vraiment à moi. Cette dernière phrase a touché un point sensible. J'avais payé pour beaucoup de choses pendant notre temps ensemble, dîner, petits cadeaux, j'avais même mis la main à la poche quand elle était à court pour son loyer. Pourtant, elle était là, à exiger plus. Cela ressemblait moins à une relation qu'à une tirelire personnelle. Je le lui ai dit clairement, ce qui l'a mise encore plus en colère. Tu es égoïste, a-t-elle sifflé. Tout ce qui t'importe, c'est le solde de ton précieux compte. Elle a même menacé de me quitter si je ne lui ouvrais pas l'accès à mes économies. Je l'ai regardé, stupéfait par son audace, menaçant de partir pour de l'argent qu'il était légalement et moralement de mon droit de contrôler. Mon esprit s'est emballé, repassant en revue les moments que j'avais négligés. Des indices subtils montrant qu'elle était plus intéressée par ma stabilité financière que par moi. Sentant que j'étais à la croisée des chemins, j'ai tenté une dernière approche. Écoute, lui ai-je dit d'une voix ferme. Si cette relation est basée sur l'amour, alors nous devrions respecter les limites de chacun. Mes finances sont quelque chose que j'ai bâti. Je ne te mets pas de côté, mais je ne suis pas à l'aise de te donner un accès total alors que nous ne sommes pas mariés ni même en cohabitation. Elle a levé les yeux au ciel. Donc, je dois être ta femme pour que tu me fasses confiance. Incroyable. Elle est partie vers la chambre en tapant du pied et a claqué la porte. La tension a persisté toute la nuit. Le lendemain matin, elle est arrivée nonchalamment dans la cuisine, les bras croisés, affichant une expression de résolution satisfaite. J'ai pris ma décision, a-t-elle annoncé. Soit tu prouves que tu me fais confiance en me laissant avoir mon mot à dire sur tes économies, soit c'est fini. Elle a même lancé l'expression « abus financier », ce qui m'a pris complètement au dépourvu. Depuis quand était-ce abusif de gérer mes propres revenus de manière responsable? C'est là que j'ai réalisé qu'il était impossible de raisonner avec son sens du droit. Elle s'était forgé un scénario dans sa tête selon lequel j'étais un partenaire oppressif simplement parce que je ne voulais pas lui céder mon compte en banque. Les tactiques manipulatrices, le gaslighting, la honte publique, tout s'est mis en place. Elle voulait le contrôle, pas un partenariat. Quelques jours plus tard, elle a tenté un dernier coup. Elle m'a dit qu'elle avait une opportunité d'investissement incroyable, qui nécessitait une somme importante de mes économies. Lorsque j'ai demandé des détails, elle est restée vague et n'a pas pu fournir de chiffres réels ni de preuves que c'était légitime. J'ai réalisé que ce n'était qu'un autre angle pour tenter d'ouvrir mon portefeuille. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je savais que je devais agir avant qu'elle ne s'enfonce plus profondément dans ma vie. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à notre relation. Ma décision a semblé soudaine mais libératrice, comme une bouffée de lucidité après des mois de déni. Par téléphone, je lui ai demandé de venir à mon appartement pour que nous puissions parler. Elle est arrivée immédiatement, se lançant dans son discours habituel. « As-tu enfin retrouvé la raison ?» J'ai forcé un sourire contraint et j'ai dit « Nous devons rompre ». Son visage s'est figé. L'incrédulité s'est transformée en colère. « Tu me quittes pour une question d'argent ?» a-t-elle ricané. Je l'ai corrigé. « Non, je mets fin à ça parce que tu es obsédé par ce qui est à moi et que tu refuses de respecter mes limites. » Elle a explosé, me traitant de tous les noms, radin, contrôlant, un gamin qui ne peut pas gérer une vraie relation. Puis elle a tenté les larmes, affirmant qu'elle ne trouverait jamais personne d'autre qui prendrait soin d'elle. Mais je suis resté ferme. Les montagnes russes émotionnelles étaient terminées. Alors qu'elle prenait son sac, elle a menacé de dire à tout le monde que j'étais financièrement abusif. Elle a même dit qu'elle publierait sur les réseaux sociaux comment je la maintenais dans la pauvreté. J'ai tenu bon, ignorant ces menaces. J'avais bâti une solide réputation de gars juste et décent. Si elle voulait raconter des histoires, qu'elle le fasse. La vérité était de mon côté. Dans les jours qui ont suivi notre rupture, elle a envoyé des SMS non-stop, des appels, des messages vocaux, la plupart soit suppliant en pleurs pour une autre chance, soit se déchaînant, m'accusant de lui avoir gâché la vie. Je l'ai bloquée sur toutes les plateformes. C'est là qu'elle a commencé à se montrer devant mon immeuble de bureau, attendant près de l'entrée. Un matin, elle m'a interpellé alors que j'entrais, se lamentant que j'étais injuste. J'ai demandé à la sécurité de l'escorter hors des lieux. Un ami commun m'a informé plus tard qu'elle disait aux gens que j'étais un maniaque du contrôle paranoïaque qui verrouillait ses finances pour la dominer. Bien que ça m'ait fait mal d'entendre ma réputation traîner dans la boue,
j'ai aussi ressenti un soulagement d'avoir coupé les ponts. Si c'était sa réaction par défaut à ne pas obtenir ce qu'elle voulait, j'avais évité une catastrophe majeure. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était sa mère, de toutes les personnes, me réprimandant pour avoir brisé le cœur de sa fille et expliquant qu'un vrai homme partage sa richesse. J'ai mis fin à l'appel rapidement, stupéfait de voir à quel point ce sentiment d'avoir droit à tout semblait être ancré dans sa famille. Peu de temps après, une autre connaissance commune m'a dit qu'elle essayait d'obtenir des conseils juridiques, affirmant que je lui devais de l'argent pour détresse émotionnelle. Cela ressemblait à un bluff désespéré. Il n'y avait pas de contrat ni de mariage de fait. Elle n'avait aucune raison légale de me poursuivre. Pourtant, cela montrait jusqu'où elle était prête à aller pour obtenir un gain financier. Malgré le chaos, ma vie s'est progressivement normalisée. Le travail était prenant, et j'ai trouvé du réconfort auprès d'amis proches qui soutenaient ma décision. Ils avaient vu les signaux d'alarme que j'avais été trop aveugle pour repérer plus tôt. Ils m'ont rappelé que les finances révèlent souvent le véritable caractère d'une personne, et je ne pouvais qu'être d'accord. Le sentiment d'exigence de mon ex était ahurissant, et la crise qu'elle a eue face à des limites saines a confirmé qu'elle n'était pas la bonne personne pour moi. Pourtant, une partie de moi craignait qu'elle ne tente un dernier coup de théâtre, quelque chose de plus que de simples plaintes sur les réseaux sociaux ou des appels téléphoniques. Et bien sûr, elle l'a fait. C'est arrivé un lundi matin, juste au moment où je partais travailler. Elle se tenait là, sur le pas de ma porte, arborant un sourire forcé et tenant une petite boîte. Une offrande de paix, a-t-elle dit. La tension dans sa voix suggérait le contraire. Elle a tendu la boîte, affirmant qu'elle m'avait acheté un cadeau pour montrer qu'elle était sérieuse au sujet de faire amende honorable. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un bibelot bon marché, sans aucune signification symbolique. J'ai réalisé que ce n'était qu'un accessoire pour une autre manœuvre manipulatrice. Avant que je puisse parler, elle s'est lancée, si je peux prouver que j'ai changé, reconsidéreras-tu les choses? Laisse-moi entrer. Parlons-en. J'ai ressenti une vague de frustration. Nous avons assez parlé. Je ne suis pas intéressé par une relation où mes finances sont un champ de bataille. Elle a essayé de se frayer un chemin devant moi pour entrer dans mon appartement, la voix tremblante. Je te promets que je ne te demanderai plus jamais ton argent. J'ai juste besoin de stabilité en ce moment. C'en était trop. Mes soupçons se sont envolés. Tout l'argument tournait autour de son désir d'obtenir mes fonds. Maintenant, elle le présentait comme un problème de stabilité. Prenant une inspiration régulière, je lui ai dit fermement, tu dois partir. Elle a protesté, les larmes se formant à nouveau, me traitant d'homme sans cœur. J'ai reculé, lui faisant savoir que j'appellerais la police si elle refusait. Cela a brisé le dernier semblant de calme. Elle a lancé des insultes, a dit que je regretterais d'avoir perdu quelqu'un qui était prêt à se battre pour moi, puis elle est partie en trombe. J'ai verrouillé la porte, pressant mon front contre celle-ci. Soulagement et colère se sont mêlés en entendant ses pas s'éloigner. Cet après-midi-là, j'ai changé mes serrures et installé une simple caméra de sécurité. J'ai bloqué le dernier numéro connu qu'elle avait utilisé pour me contacter. J'ai également contacté un ami avocat qui m'a assuré qu'elle n'avait aucune base légale pour réclamer mes économies ou porter plainte pour détresse émotionnelle. Il m'a suggéré de conserver tous les messages ou preuves de harcèlement, juste au cas où. Dans les semaines suivantes, elle a tenté quelques autres mises en scène, envoyant des connaissances communes pour me raisonner, publiant des diatribes vagues sur les réseaux sociaux au sujet de la trahison. Mais son influence a diminué une fois que les gens ont vu le schéma. Elle était obsédée par l'argent et le contrôle. Pendant ce temps, je me sentais plus libéré chaque jour. Le nuage noir de la tension s'était dissipé, remplacé par un sentiment renouvelé de respect de soi. J'ai réalisé que la confiance que j'avais essayé de bâtir dans cette relation était à sens unique. Elle me voyait comme une opportunité financière, pas comme un partenaire. Lorsque j'ai refusé de lui donner ce qu'elle voulait, elle a brandi des accusations de contrôle et d'abus, révélant à quel point elle pouvait être toxique. La couper complètement, financièrement, émotionnellement et socialement, n'était pas seulement un acte d'autopréservation. C'était une affirmation que je ne laisserais personne saper mon autonomie. Aujourd'hui, des mois plus tard, je suis épanoui. Mes économies sont intactes, et j'ai canalisé cet argent vers un acompte pour un petit appartement, un rêve que j'avais toujours eu. Je suis dans un meilleur état d'esprit aussi, et plus prudent quant à qui je laisse entrer dans ma vie personnelle.
Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont ça s'est terminé. Je ne regrette rien. Je regrette de ne pas avoir vu les signaux d'alarme plus tôt. Mais une fois que la vérité a éclaté, j'ai pris la bonne décision.